Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 dollars signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Bienvenue sur Politiquons, la force du détail. Quelques heures nous séparent encore du grand oral de l'ancien président. À la surprise générale, Joseph Kabila annonçait ce matin, via ses proches, qu'il s'adressera à la nation en début de soirée. Et dira-t-il, lui qui est désormais dépouillé de ses immunités parlementaires et traduit en justice. On a quelques bribes d'infos. On y reviendra tout à l'heure, en détail, si évidemment vous acceptez de rester avec nous, jusqu'à la fin de l'émission. Pendant qu'on parle Kabila, la raclée des Matata et sa contre-attaque, ou d'autres, une question demeure moins posée. Qu'est-ce qu'on en sait de l'affaire dite des jetons de présence? L'affaire des 33, 23, 30 ou 24 millions de dollars qu'auraient perçus les négociateurs congolais qui renégociaient, vous m'excuserez la tautologie, le contrat sino-congolais. Cette renégociation a permis à la République de retrouver un certain équilibre en termes des ressources offertes à la Chine et des infrastructures qui nous reviennent. C'est vrai qu'on est passé de 3,5
à 7 milliards de dollars en termes d'infrastructures, de 10 à 40% en termes de part sociale pour le gouvernement congolais au sein des 6 communes. Mais ceux qui ont négocié cette affaire ou ces contrats auraient empoché une grosse somme d'argent. L'info a été dénoncée, révélée. Elle a suscité beaucoup de polémiques et nous allons essayer d'exhumer aujourd'hui la vieille immondice parce qu'il y a un journal, un magazine, Institution Magazine, qui a enquêté sur le dossier pendant plusieurs semaines et qui accepte de nous livrer en avant-première les conclusions de ces enquêtes. On a sur le plateau M. William Ikolo. Vous êtes d'abord journaliste, éditeur, directeur général de Institution Magazine. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous définissez comme un journaliste patriote républicain. Absolument. Je suis d'abord congolais. Oui. Et c'est l'amour de la patrie qui m'engage en fait dans ce combat qui est Institution Magazine. Nous avons pris pour habitude de flageller, de s'auto-flageller, de cracher sur notre pays, oui. De ne jamais le bénir. Et je pense que la réputation est préférable aux grandes richesses. Ça n'est pas de moi, c'est de la Bible, Proverbes, chapitre 22, verset 1. Vous avez travaillé pendant longtemps pour nous révéler aujourd'hui les conclusions de votre travail d'étude, d'enquête sur la renégociation de ces contrats sino-congolais et tout ce qui s'est dit autour, notamment l'histoire des jetons de présence. Oui, absolument. Nous avons travaillé minutieusement avec mes équipes multidisciplinaires. Il faut savoir que nous avons la prétention chez Institution Magazine de faire vraiment du journaliste autrement, c'est-à-dire de prendre le temps d'aller en profondeur. Et je salue d'ailleurs ma présence ici, chez vous, parce que c'est la marque quand même d'une collaboration très fructueuse entre organes de presse. Et je trouve ça salutaire. Je pense que c'est sain pour notre pays. La démocratie ne doit pas seulement se vivre avec les hommes politiques, mais cette fraternité, collaboration cette collaboration, je la trouve vraiment excellente. Merci encore. Merci surtout pour l'honneur que vous nous faites de livrer les conclusions de votre enquête minutieuse ici sur notre plateau, mais parce que vous êtes également éditorialiste. On va d'abord commenter l'actu qui est brûlante en ce moment, l'annonce de l'ancien président qui promet de parler ce soir, au lendemain de la levée de ses immunités parlementaires intervenues hier au Sénat, et désormais la justice militaire est autorisée à poursuivre l'ancien président. Que vous inspire d'abord la levée de ses immunités, mais aussi l'annonce de son adresse à la nation qui nous tient en haleine en ce moment. Une grande tristesse. Une grande tristesse parce que, vous savez, sur ce genre d'événements, il n'y a, je pense, aucun triomphalisme à avoir vis-à-vis de ça. Aucun. Qu'importe le camp dans lequel vous êtes, on ne devrait manifester aucune sorte de triomphalisme. Moi, personnellement, je l'ai reçu avec beaucoup de tristesse. La tristesse, c'est l'annonce de son allocution ou la levée de ses immunités. La tristesse de la levée de ses immunités. Okay. Maintenant, je rappelle à toutes fins utiles que la levée des immunités n'est qu'une autorisation de poursuite. Ouais. Donc, à ce moment-là, l'auditeur va pouvoir engager des poursuites à charge et à décharge, évidemment. Et cela ne présume en aucune façon de sa culpabilité. Maintenant, le débat, c'est surtout au niveau de la procédure, la légalité ou les irrégularités qui auraient entaché la procédure, qui ne serait pas régulière. Bon, là-dessus, je ne vais pas avancer davantage. Là aussi, c'est notre marque de fabrique chez Institution Magazine. Donc, nous ne tenons pas assez d'éléments. Voilà, tous les éléments, nous n'allons pas nous avancer parce que nous pensons que notre travail ne consiste pas à livrer nos opinions, mais à livrer des faits. Et ces faits-là, nous ne les maîtrisons pas. Nous avons des équipes qui, effectivement, sont en chasse
de ces informations, mais tant que nous ne les tenons pas, voilà, si je commence à me livrer ici, c'est comme si je fais travailler des gens pour rien. L'allocution qu'on attend ce soir, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent, même si ça ne dépendra pas de vous? Moi, j'aimerais que le président Kabila nous rassure, qu'il clarifie une fois pour toutes sa position. Pourquoi? Parce que ça n'est pas sa première sortie médiatique. Oui. Il y en a eu et elles ont été extrêmement attendues. Et je dois le dire ici, la toute première m'a extrêmement déçu. Je ne sais pas dans quelle situation lui-même était pour que lors d'une sortie médiatique qui a précédé, en fait, qui a succédé au drame de Goma, qui n'ait pas eu des mots compatissants pour ceux qui sont son peuple. Et donc, voilà, moi j'aimerais beaucoup que le président nous rassure, parce que il appartient à l'histoire de ce pays. Il appartient à l'histoire de cette République et il appartient à notre histoire. Moi, je suis de sa génération, donc je me suis souvent identifié au président Kabila. J'avais l'impression d'avoir un frère au pouvoir. Un frère à qui je ne parlais jamais, mais un frère quand même. Un frère avec qui je peux avoir beaucoup de références et beaucoup à échanger. Et donc, s'il m'était donné à moi, déjà lors de la première allocution, de lui donner des éléments de langage, j'aurais commencé nécessairement par me détacher de ceux qui ont meurtri notre peuple et afficher davantage de solidarité envers celui-ci. Bien. Donc, vous attendez un discours qui rassure, qui apaise, parce qu'en ce moment, la tension est montée vraiment d'un cran. Oui, mais voilà, j'espère qu'il va y arriver parce que, vous savez, l'arène politique, ça n'est pas pour rien qu'on appelle ça l'arène. On y donne des coups, on y donne des coups de poignard. En gros, tous les mots sont permis, tous les coups sont permis. Oui. Et j'espère qu'il prendra, lui, de la hauteur pour ne pas verser justement dans ce combat-là et qu'il va pouvoir parler en homme d'histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose que le régime de Kinshasa devrait faire, de votre point de vue, pour essayer d'atténuer tant soit peu la tension et crisper le climat? Oui, maintenant, je pense que ce que le régime devrait faire ne doit pas être quelque chose de public. Vous voyez? Okay. Moi, je suis fils d'un haut fonctionnaire du temps du régime de Mobutu. Il y a certaines scènes à laquelle j'ai assisté. Mon père était ambassadeur plénipotentiaire, notamment dans des pays comme le Burundi, Brazzaville, ou même au Rwanda. Donc, ce sont des régions que je connais, et ce sont des régions qui sont souvent conflictuelles. Vous savez, pour la petite anecdote, je me souviens que le président Mobutu nous a dit un jour, pour que le Zaïre dorme en paix, il faut que les frontières à l'Est soient sécurisées. À l'époque, ça n'avait pas de portée pour moi. J'étais un jeune adolescent, mais aujourd'hui, on n'avait pas de groupes armés comme c'est le cas maintenant. Aujourd'hui, je mesure la portée de ce qu'il disait. Dit. Il a dit, pour que le Zaïre dorme, il faut que nos frontières à l'Est soient sécurisées, alors que nous avons plusieurs frontières. Ouais. Je comprends. Bien. Merci beaucoup, M. William Ikolo. On est avec vous sur le plateau. Avant ça, on va parler évidemment économie, mais il y a une succession d'effets quand même qui crispent davantage le climat, parce qu'il y a 48 heures, un autre opposant avait été condamné à 10 ans de travaux forcés, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Ici comme ailleurs, certains pensent qu'il ne faudrait pas accorder une prime à l'impunité à ceux qui ont détourné, il faut qu'ils soient sanctionnés. D'autres insistent sur le caractère sélectif de l'affaire et son côté politique. Je voudrais savoir ce que vous pensez
à la fois de la foire au détournement. Parce que les dénonciations sur les détournements, c'est tous les jours que ça nous arrive et qu'il n'y a que très peu de personnes qui sont poursuivies. Oui, tout à fait. L'annonce de la condamnation de l'ex-premier ministre Matata Ponyo, comme celui de Kabila, est une annonce fracassante qui, évidemment, trouble les esprits. Parce que nous vivons dans une ère où les gens ont du mal à faire le lien, ou du moins de faire la sélection entre ceux qui relèvent des rumeurs, ceux qui relèvent de la vérité, ceux qui relèvent des faits. Ouais. Aujourd'hui, la plupart des gens qui ont pignon sur rue, sur les réseaux, beaucoup d'entre eux ne prennent pas le temps d'aller rechercher les faits. Ils ne prennent même pas le temps de décrocher leur téléphone et d'aller à la source. On ne vérifie pas. Demander à un ministre ou à un ministère, à son secrétariat, qu'en est-il de tel et tel fait. C'est la moindre des choses. Le problème aussi, c'est que certains ministres sont tellement injoignables, introuvables qu'on ne sait même pas. Ça, c'est vrai. Même nous-mêmes, en tant que journalistes, comment contre-vérifier certains faits. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est une réalité que je découvre aussi ici à Kinshasa. Ce n'est pas comme en Europe où voilà, vous vivez. Ouais. C'est le travail de journalisme que je réalise en Europe est très différent de ce qui se passe ici, notamment par ces questions, parce que quand on contacte un ministère, on vous dit vaguement, on va vous rappeler. Très souvent, il n'y a même pas de ligne dédiée, il n'y a pas de numéro de téléphone dédié. Quand il y en a un sur Google, il ne répond pas. Et donc, ce sont des petites choses comme ça. Chaque ministre amène son administration, amène ses numéros et tout ça. Quand on part, plus rien n'est en place. Alors, si vous n'avez pas de relation privilégiée avec un ministre, un mandataire, vous n'aurez jamais droit à l'info. Et pourtant, on a une loi qui garantit l'accès à l'information publique. C'est ça. Ici. Et donc, je pense que les administrations, les mandataires publics ont intérêt à se rendre un peu plus accessibles vis-à-vis des journalistes. Ils ont intérêt parce que quand les journalistes n'ont pas accès, des fois, ils livrent le faux pour avoir le vrai. Ouais. Et ça, c'est vraiment dommage. Maintenant, revenons sur l'affaire Matata Ponyo. Matata Ponyo a traîné les casseroles de l'affaire Boukangalonzo pendant plusieurs années. Au point où les avocats étaient dans des espèces de manœuvres dilatoires, essayant d'échapper quelque peu à la justice. Il y a un principe fondamental qui, moi, me gênait concernant Matata Ponyo. Et c'est pour ça que je ne fais pas la connexité directe avec le chef de l'État Kabila. Pourquoi ? Parce qu'on semblait nous dire que Matata Ponyo n'avait pas de juge naturel. Et si nous arrivons à une telle conclusion, nous pouvons enterrer et jeter des fleurs à l'État de droit. Personne dans notre pays, dans notre nation, ne peut vivre au-dessus des lois. On a tous un juge naturel. Voilà. Et donc, on a vu cet épisode, ce ballet où les uns et les autres se renvoyaient. Mais il faut que ces juges nous soient donnés, octroyés par la loi. Oui, c'est ça. Si la loi ne le dit pas, on ne va pas inventer. Oui, la loi, si la loi ne le dit pas, nous ne l'avons pas inventé, certes. Ouais. Mais en tant que nation, c'est nous, la nation, qui dictons la loi. Et la loi ne dicte pas la nation. En tant que nation, nous devons accepter le fait intangible qu'aucune personne ne peut planer au-dessus des lois. Et même si la loi ne le dit pas, si la loi écrite ne le dit pas, notre loi de bon sens devrait nous commander d'arriver au moins à ce préalable. On ne peut même pas discuter autour de ça. C'est un préalable qui me paraît être le socle sur lequel s'élèvent toutes les garanties de justice de notre pays. Parce que si ça n'est pas le cas, c'est trop facile que chacun, quand il en a l'occasion, organise son immunité. Or, parce que c'est la même cour qui s'était déclarée incompétente dans la première affaire et qui est revenue. C'est pour vous dire l'intrusion du politique dans la justice, et c'est quelque chose sur lequel la nation, le peuple, et particulièrement nous, les journalistes, nous devons veiller. Nous ne pouvons accepter le fait que pour quelque motif que ce soit, X ou Y personne plane au-dessus de la loi en se disant moi j'ai pas de juge, je voudrais bien parler, mais auprès de qui? Donc c'est quelque chose sur lequel nous devons déjà nous réjouir, nous dire il faut que
la personne soit jugée. Juger ne veut pas dire condamner. Mais il n'était pas sain pour un Premier ministre, un ex-Premier ministre, d'être dans cette suspicion constante, permanente de fraude. Donc il était bon pour lui d'être jugé. Je le dis vraiment avec beaucoup de regret parce que je pense que la stratégie adoptée par son conseil, ses avocats, n'était pas, moi, ce que je l'aurais indiqué à faire. Je suis moi-même juriste, donc ce sont des arcanes que je connais un peu. En tout cas, j'aurais proposé qu'il vide l'affaire autrement. Et je pense que... Qu'il accepte de plaider. Voilà. Il aurait été beaucoup plus volontaire. Je suis presque sûr que la Cour aurait été beaucoup plus clémente. Nous sommes dans un pays, au dire de tout le monde, qui verse quand même très souvent dans l'impunité. Si ce n'est l'impunité, on est souvent dans le laxisme. Et donc, je pense que lui-même aussi aurait pu bénéficier de cette forme de laxisme. Mais à s'entêter comme ça, ça n'a pas aidé. À ceux qui disent que c'est un procès sélectif, on choisit de punir les uns et de protéger les autres. Que répondriez-vous à cela? Bon, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de l'affirmer, mais maintenant, quand j'entends les propos de Matata lui-même, je trouve qu'ils ne sont pas très justes. Quand Matata a dit il suffirait que je sois aujourd'hui dans l'union sacrée pour que toute poursuite s'arrête, je n'y crois pas. Parce que, bien qu'ayant fait son temps en tant que Premier ministre, je ne pense pas que Matata représente, le Premier ministre Matata représente une menace sérieuse en politique. Et d'ailleurs, on l'a vu lors des dernières élections, à la surprise générale, faire allégeance à Moïse Katumbi. Je dis à la surprise générale parce que l'un passait pour un savant et l'autre pas forcément, plutôt comme un homme d'affaires. Et donc, on était en droit de s'attendre à ce que s'il y ait une coalition politique, que ce soit plutôt tracté par le Premier ministre Matata Ponyo plutôt que par Moïse Katumbi. Donc là aussi, il a rendu les choses quelque peu illisibles parce que quelques semaines avant, il disait le procès revient sur la table parce qu'on veut m'empêcher d'être candidat, ce qui n'a pas été le cas. Une fois qu'il a déclaré sa candidature, il a revendu à Moïse Katumbi. Il a revendu. On va dire ça comme ça. Bien. Alors, on revient au sujet qui vous amène, l'enquête que vous avez menée sur la renégociation du contrat sino-congolais. Ce contrat signé en 2008, après, plusieurs observateurs ont estimé que la RDC, les choses n'étaient pas à l'avantage de la RDC, encore que le montant convenu dans l'accord n'a pas été correctement versé. On était autour de 3, quelque chose de milliards de dollars. Et finalement, on aurait pu verser que 800 millions, quelque chose. Enfin, moins des milliards. On a estimé que le contrat était déséquilibré, il fallait le renégocier. Jusqu'en février 2024, quand on va renégocier. Mais la polémique, c'est autour, notamment, des fonds qu'auraient perçus les négociateurs payés par la partie adverse. Vous avez la parole. Combien de temps avez-vous pris pour mener votre enquête? Quelles étaient vos méthodes? Et à quelle conclusion êtes-vous arrivé? Oui, merci beaucoup. L'affaire du contrat chinois est une affaire complexe, mais qui a soutenu notre économie durant tellement de temps qu'il me paraissait essentiel que notre organe de presse soit quand même outillé par rapport à ça. Et donc, nous avons lu plusieurs rapports, notamment celui-ci. Je vous invite à le lire. Étude d'évaluation de la mise en œuvre de la convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en RD Congo, projet 6 communes. Rapport final. Ça, c'est ITIE RDC. Voilà, ça, c'est l'ITIE RDC. Donc, l'ITIE, c'est l'initiative pour la transparence des industries extractives. C'est une ONG extrêmement sérieuse qui a livré, je pense, presque les mêmes conclusions que le Centre Carter. Les conclusions sont extrêmement lourdes et liminaires.
quand on voit que l'ITIE dit par exemple que à l'examen de tout ce dossier, il lui a semblé que c'était une escroquerie juridique, j'emprunte ces mots. Vous voyez ? Escroquerie juridique. Voilà, une escroquerie juridique, et qui explique en disant, ce qui s'est passé, c'est que le politique congolais était en face de techniciens chinois pour un contrat technique. Ce qui fait que, évidemment, ils avaient un désavantage sur les termes et sur la technicité même du projet. Chez nous, il y avait des politiques et en face, des experts. En face, il y avait des experts, des ingénieurs de toutes sortes qui étaient venus pour discuter. Et donc, quand vous discutez d'un projet technique en tant que politique face à des techniciens, c'est un peu compliqué. Là, on est en 2008 ou bien là, en 2000... nous sommes en 2008. Ouais. En 2021, il y a ce rapport qui sort et d'autres qui s'enchaînent, tous allant dans le même sens, et le président ne peut pas l'ignorer. Il est lui-même un peu les mains derrière le dos, liées, parce que notre économie repose à 95% de l'industrie extractive, les industries minières, et dès lors que cette industrie est dans les mains d'un contrat, c'est un peu compliqué pour lui d'avoir les coudées franches pour agir. Le rapport de l'ITIE dit par exemple en substance que le contrat est de nature confiscatoire vis-à-vis de l'État congolais et de ses ressources. Confiscatoire, c'est-à-dire que nous perdons et l'autre partie gagne? Voilà, et en termes de chiffres, vous l'avez d'ailleurs annoncé, en 15 ans, c'est-à-dire de 2008 jusqu'en 2023, seuls 822 millions de dollars ont été, j'ai envie de dire, utilisés pour l'infrastructure de la RDC. C'est-à-dire que nous n'avons pas atteint un seul milliard en 15 ans. Et ça posait effectivement problème, d'où la nécessité de renégocier. Selon l'IGF, pendant ce temps, les entreprises chinoises avaient les matières premières prises chez nous représentaient autour de 11 milliards de dollars. Bon, c'est difficile d'établir parce que les deux parties ne se sont pas arrêtées sur les mêmes valeurs. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on extrait? Ok, on va extraire du cuivre et du cobalt en cathode. L'un dit, la teneur est de 99%. Donc, voilà, les termes n'étaient pas tout à fait entendus pour que les résultats soient quantifiables de la même manière. En sorte qu'il fallait nécessairement qu'il y ait une tierce partie, notamment le consultant ITIE, pour définir, lui, les valeurs en disant, selon nous, on aurait pu au moins prendre en question, en termes de valeur, ceci plutôt que cela. Et donc, ça a remis beaucoup de choses en question. Toujours est-il que 822 millions de dollars, pour un grand pays comme le nôtre, ne représentent finalement, en termes d'infrastructure, que 54 millions par mois. Donc 822 millions sur 15 ans ne représentent que 54 millions par mois pour refaire l'infrastructure de la RDC, ce qui est, à mon estime, très très insuffisant. Et donc, le président n'avait pas d'autre choix que de renégocier. Et à ce moment-là, il a deux choix. Pour renégocier un contrat qui court depuis 15 ans, c'est déjà pas facile, parce que la Chine est un grand pays puissant, une des premières puissances de la planète. Revenir toquer à sa porte pour lui dire on aimerait renégocier un contrat qui court depuis 15 ans, ça n'est pas facile. Il serait tout à fait en droit de vous dire non, on va faire des réajustements, ce qui est souvent le cas quand les contrats ont duré, on fait des réajustements de valeur. Mais ici, il s'agissait de ni plus ni moins que de renégocier. Donc déjà, arriver sur ce seul principe était un problème. Une fois que cela a été acquis, c'est-à-dire, ok, on va renégocier, mais sur quoi? Donc il fallait là aussi s'entendre sur les choses, les points sur lesquels il fallait renégocier. Le montant global a été contesté, et vous l'avez dit à juste raison, donc on passait de 3,3 milliards en termes d'infrastructure pour arriver à 7 milliards. En réalité, c'était 4 milliards au départ, mais il y avait 1 milliard qui était dédié à des financements divers. On y arrivera. Et donc, on a presque doublé le montant global. Et donc, ça, c'est déjà une grande avancée par rapport à ce qu'on a pu obtenir. Et donc, je disais que le président avait deux choix. Soit il faisait venir un cabinet conseil étranger,
ce qui se fait couramment. C'est-à-dire que dans ce cabinet conseil, le cabinet conseil est lui chargé de réunir des experts en tout genre. Des experts juridiques, des experts économistes, des financiers, des ingénieurs civils, des ingénieurs métallurgistes, telluriques et autres. Et pour ce type de contrat, il faut compter que généralement, il vous est demandé de verser 30% de la plus-value que le cabinet conseil va obtenir. 30%. Et souvent, dès qu'on traverse les frontières, on arrive à ces eaux-là. Quand c'est en Europe, encore, vous avez vu les polémiques en France avec Macron qui a plusieurs fois fait appel à des cabinets conseils américains, notamment sur l'affaire devant le parquet financier de Paris, l'affaire État français contre McKinsey-Macron, où là, pour un contrat de 329 millions d'euros, McKinsey avait demandé 18,26 millions d'euros, à savoir 18%. Mais ce qui était contesté, c'est pas tant le parquet de Paris n'a pas contesté les 18%, mais il conteste le fait qu'il n'était pas mentionné dans le contrat qu'il y avait une exonération sur les taxes et accises, ce que la société a quand même pu bénéficier. Donc vous voyez, même un pays comme la France, quand il va s'engager devant les cabinets conseils, on lui demande des gros pourcentages. Ici, comme je le disais, en Afrique, vous êtes, surtout sur une négociation qui court depuis 15 ans, vous êtes certainement à au moins 30%. Bon. Admettons que le cabinet conseil soit arrivé à arracher 3 milliards comme les nationaux l'ont fait. 3 milliards, c'est-à-dire la plus-value, hein, on passe de 4 à 7 milliards. Il nous aurait demandé combien, M. Kayembe? 30% de 3 milliards. Ce qui nous fait la somme astronomique de 900 millions de dollars. Si c'était un cabinet anglais, américain ou français, personne n'aurait rien eu à redire. On dit, ben voilà, on nous a quand même fait gagner 2 milliards. Il arrive parfois qu'on discute, on débatte. On débatte, combien même. Mais je veux dire que on aurait cédé cet argent, ces sommes, sans que cela n'émeuve qui que ce soit. Au lieu de ça, le chef de l'État s'est dit quelque chose de simple. Est-ce que dans ce grand pays, dans cette grande république, nous n'avons pas des experts, est-ce qu'il n'y a pas dans l'administration des gens capables de discuter pied à pied avec la partie chinoise sans que nous soyons obligés d'aller à l'extérieur? Voilà comment un recrutement a été mis en place avec un secrétariat technique qui a été composé de nos savants congolais, vraiment multidisciplinaires, hein, et qui était accompagné par un comité stratégique, lui, composé d'hommes politiques. Ça aussi, c'est classique. Il s'agit, dans ces cas-là, de donner un peu d'épaisseur aux scientifiques qui vont se retrouver à discuter, parce que même quand on dit que les Chinois arrivent avec leurs scientifiques, ne perdez pas de vue qu'il y a toujours les politiques cachés derrière les buissons. Et donc, l'idée du chef de l'État à ce moment-là, c'est... Pardonnez-moi. L'idée du chef de l'État à ce moment-là, c'est quoi? C'est plutôt que de donner 30% ou 20% au cabinet étranger, ben de donner 1% en termes de jetons de présence et prime à la signature pour ceux qui allaient négocier le contrat chinois. C'est-à-dire que ceux-ci avaient intérêt à ce que ce contrat soit réellement modifié, non seulement sur le montant, mais aussi sur le fond. Et donc, ils obtiendraient, comme là aussi, c'est classique, comme toute entreprise accorde une prime à la signature à quelqu'un qui emmène un projet, même un ministère. Si vous travaillez aujourd'hui, que vous allez chercher un contrat pour votre ministère, vous avez droit à ce qu'on appelle une prime à la signature. C'est pas leur contrat, c'est un contrat qui existait déjà. Ils sont allés juste le renégocier. Ils sont allés le renégocier et ont obtenu quelque chose d'extrêmement valeureux. Et parmi eux, il y a des hauts fonctionnaires qui sont déjà gracieusement rémunérés. Oui, mais ça n'est pas la question, M. Kayembe. Ça n'est pas la question, nulle part au monde. C'est-à-dire que là, vous intervenez en tant que consultant.
Vous n'intervenez pas parce que vous avez un gros salaire ou un petit salaire. Vous intervenez parce que vous êtes pointu dans ce que vous avez. Et vous savez, quand un État vient débaucher, on peut vous débaucher vous pour une négociation où on a besoin de votre expertise. C'est la reconnaissance et le prix de la science. Et finalement, selon votre enquête, combien ont-ils perçu? Certains disent 30 millions. À l'IGF, on dit non, c'est beaucoup moins, 22 ou 24. Combien exactement ont-ils perçu? Bon, selon mon enquête, là-dessus, je n'ai pas encore le rapport final. À ce stade, je n'arrive pas au montant de 30 millions tel qu'annoncé par l'ancien ministre des Finances, qu'il avait jeté comme ça en disant, ben voilà, ils sont partagés 30 millions. Ils ont partagé 30 millions. Maintenant, je lui accorde le bénéfice du doute, en me disant, il a été ministre des Finances, pas moi. S'il y a quelqu'un entre nous deux qui sait davantage combien ça s'est négocié, c'est lui plutôt que moi. Donc, je concède et j'admets même que, bon, admettons que ce soit 30 millions. 30 millions ne font que 1%. Dans certaines oreilles, ça sonne comme un scandale. Oui, mais c'est parce qu'on ne dit pas toute la vérité. Je pense que il faut accorder quand même le bénéfice de l'intelligence à notre peuple. Oui. Vous savez, quand on dit les choses comme elles sont aux Congolais, les Congolais sont capables de comprendre. Mais quand on leur cache sciemment une partie de la vérité, quand on ne leur dit pas que grâce au choix du chef de l'État de gratifier d'1% simplement, et ça je vais vraiment, c'est la marge maximale, 1% les techniciens qui ont travaillé sur ce dossier, plutôt que de verser 30% à une firme étrangère, nous avons pu faire échapper à la République une dépense de 870 millions de dollars. Et vous savez ce que représente 870 millions de dollars? C'est notamment ce que nous en avons fait depuis que le contrat a été renégocié. Vous avez les rocades de Kinshasa, 395 millions de dollars, qui auraient été engloutis si nous étions passés par un cabinet conseil étranger. Nous avons la route Kalamba-Ibouji, 180 millions de dollars, qui auraient été engloutis si nous étions passés par un cabinet étranger. Même si là-bas, les travaux n'ont pas encore véritablement commencé. La route Mbujima, Imwenedit ou Kolwezi, 100 millions de dollars, qui auraient été engloutis si nous étions... Vous voyez que ces trois gros chantiers qui sont aujourd'hui dans les mains de la SICOMINE représentent 675 millions de dollars. Autrement dit, beaucoup moins que 900 millions de dollars que nous aurions donnés sans aucun motif à une firme étrangère. Et moi, je trouve, à titre personnel, qu'il n'est pas normal qu'un Congolais considère qu'il vaut mieux donner 900 millions à des étrangers que 30 millions à des nationaux. Je trouve que ça n'est pas normal. Parce que si nous ne savons pas rémunérer à juste proportion nos savants, nous sommes dans une république où il y aura, si ce n'est la fuite de cerveau, encore beaucoup plus de détournements. Vous savez que dans les entreprises étrangères, lorsque vous devez négocier des gros montants, c'est notamment le cas aux États-Unis, ou lorsque vous devez occuper de hautes fonctions, il faut que l'on vous mette, on vous accorde une rémunération assez, comment dire, gratifiante, de sorte que cela fasse un paravent contre notamment la corruption. Vous imaginez quand un justement, cabinet... c'est ce que certains disent. Si ce n'est pas de la rétrocommission, ça paraît comme de la corruption. Non, mais imaginez. Comment a-t-on accepté que ce soit la partie adverse qui paye? C'est ça, c'est monsieur, non, c'est pas vrai. Là encore, c'est un mensonge. C'est l'État congolais qui a payé. Notamment dans le 1 milliard dont je vous parlais. Le contrat était de 4 milliards. C'est SICOMINE qui a versé l'argent sur le compte de l'IGF. Oui, c'est ça. Mais c'est de l'argent qui est pris sur le compte du fameux 1 milliard, qui est pour le financement. Donc, c'est l'argent de l'État congolais. Vous voyez? Alors, ce que je voulais dire, c'est que, imaginez un peu, M. Kayembe. Imaginons que le président se soit dit, OK, nous n'avons pas réussi à réunir les experts pour signer ce contrat. Ce qui arrive dans beaucoup de pays. Vous savez, il y a beaucoup de pays, je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas être
désagréable, mais beaucoup de pays qui nous entourent ici n'ont pas les capacités, les ressources humaines nécessaires pour discuter d'un tel contrat. Pour rediscuter face à des Chinois, ils n'en ont pas. Mais nous avons cette expertise ici en RDC Congo. Mais imaginons que nous n'ayons pas eu cette expertise et que le président se dise « Ok, on va aller via un cabinet conseil. Supposons que nous ayons donné 20% ou 30% comme c'est fort probable. Nous avons dit que cela aurait représenté 900 millions de dollars, d'accord ? Généralement, lorsque on vous verse comme ça 900 millions de dollars, il y a ce qu'on appelle une rétrocommission. La rétrocommission, elle est généralement admise à hauteur de 5%. C'est-à-dire que s'ils avaient dit, bon, ok, on va plutôt passer par un cabinet conseil, le cabinet conseil aurait reçu 900 millions, 30% de la plus-value, en rétrocédant 5%. 5% de 900 millions, c'est beaucoup plus important que 1% de 3 milliards. 5% de 900 millions vous donne exactement 45 millions. C'eût été beaucoup plus facile pour la partie congolaise d'aller par là, parce que ça leur aurait permis à chacun de continuer à vaquer à ses occupations. Il ne faut pas oublier que cette commission a travaillé pendant 1 an. C'est 1 année de travail. Et là, en passant par un cabinet conseil, ils auraient perçu beaucoup plus. Parce qu'ils auraient partagé 45 millions plutôt que de partager 30 millions. Selon vous, il n'y a rien d'illégal, rien de scandaleux. Il n'y a rien d'illégal. Ce qu'il y a de scandaleux, c'est le fait qu'on ne dise pas toute la vérité aux Congolais. Il faut pouvoir dire les choses. Vous savez, M. Kaimbe, aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Le jour où vous allez gagner des millions, il ne faut pas que les gens s'imaginent que parce que vous gagnez des millions, vous êtes un détourneur ou que vous êtes un voleur. Elon Musk, qui est aujourd'hui un des hommes les plus riches de la planète, n'est pas un voleur, mais il est multimilliardaire. Donald Trump, qui est président des États-Unis, il est multimilliardaire, il n'est pas détourneur. Vous voyez, donc il faut que le mot million ou milliard en République démocratique du Congo n'hérisse pas le poil. Aujourd'hui, dès qu'on parle de millions, on se dit aïe, ça y est, c'est fini. Il a détourné. Donc, selon vous, Nicolas Kazadi n'a pas dit la vérité. Bon, Nicolas Kazadi communiquait à dessein. Je ne veux pas rentrer dans sa communication, mais la première question que se pose tout bon intellectuel, c'est à qui profite le crime. Et nous, en communication, on dit à qui profite la communication. La communication de M. Nicolas Kazadi ne profitait qu'à lui-même, au point qu'il ne s'est pas rendu compte qu'à force de dénigrer l'entourage du chef de l'État, dont il faisait partie, tout cela ne fait que de retomber sur le chef de l'État lui-même. Parce que le chef de l'État est un sélectionneur. Dès lors que vous dites, mais moi j'étais le numéro 7, mais le sélectionneur est bon, mais tous ceux qui m'entourent sont mauvais. Ça n'a aucun sens. Vous voyez ? Oui. Ça visait simplement, c'est une communication qui visait à se dédouaner. On se demande bien pourquoi. Mais je ne veux pas rentrer dans ces considérations-là. Je pense simplement que lui détient l'information. Il sait comment fonctionnent les cabinets conseils étrangers. Pourquoi il n'a pas commencé l'information en parlant de ça. Il sait que si la commission voulait vraiment s'enrichir, elle n'aurait pas travaillé. Elle se serait contentée de passer par un cabinet conseil. C'est beaucoup plus lucratif que de se mettre à travailler et d'avoir à partager après de l'argent. Et en plus, au moins, vous savez, un cabinet conseil est dans ce qu'on appelle une obligation de résultat. Mais lorsque vous êtes un national et qu'on vous a fait confiance, cette obligation de résultat s'apparente presque à une obligation, c'est pas l'obligation de moyens dans lequel travaille le cabinet conseil, s'apparente à une obligation de résultat. Ces gens étaient sous pression, ils devaient gagner quelque chose et ils l'ont gagné. Je vous ai parlé du montant que rémunérait en termes d'infrastructure le partenaire chinois. Ici, nous sommes passés de 54 millions de dollars par mois à 324 millions de dollars en termes d'infrastructure, plus des royalties à hauteur de 24 millions de dollars que le groupe chinois verse à l'État congolais. C'est une avancée significative. Et il y a encore quelque chose d'important, c'est que non seulement nous avons injecté des nationaux dans la direction générale de la SICOMIN,
ce qui nous permet quand même d'avoir une main sur notre économie, ce qui n'était pas le cas. Il n'y avait qu'un seul DGA et celui-ci était complètement effacé face à la puissance de nos partenaires. Ici, il y a plusieurs hauts fonctionnaires qui sont repris. Nous avons ces royalties de 24 millions de dollars qui tombent maintenant. Et surtout, nous avons su arrêter un terme au contrat en disant « vous devez avoir fini dans les 17 ans ». Je trouve que c'est quand même une très bonne Quand est-ce que vous allez publier l'intégralité de votre rapport? Ça ne saurait tarder. Okay. Ça ne saurait tarder. En tout cas, je pense que le Congolais doit se féliciter d'avoir des enfants du pays capables, à ce niveau de technicité, de pouvoir, non pas rivaliser, mais discuter avec des partenaires étrangers. Parfois, et nous sommes responsables de ça, nous, la presse, parfois, lorsque nous parlons du Congo, des Congolais, nous avons l'impression que le Congolais est un minable qui ne vaut rien. Et ça n'est pas vrai. Il y a des Congolais qui font des études très pointues. Il y a des Congolais qui sont très pointus dans le sport. Il y en a qui sont très pointus dans beaucoup de domaines. Oui. Il y a beaucoup de Congolais qui sont dans le sport, qui gagnent des millions. C'est pas pour ça qu'ils volent. Voilà. Et il est bon qu'il y ait aussi des intellectuels qui gagnent bien leur vie parce que ils ont une science qui leur permettrait de gagner bien leur vie à l'étranger. Votre magazine, Institution Magazine, est en ligne, c'est ça? Le magazine Institution Magazine est déjà en ligne. Vous pouvez retrouver notamment le site internet www.institutionrdc.com. Et puis, tout le reste, en fait, vous sera communiqué sur le site. Merci bien. Merci à vous, William Ikolo, d'être venu. Vous êtes DG d'Institution Magazine, éditorialiste, journaliste. Merci à vous pour l'honneur que vous avez fait et publier, revenir en détail chez nous, en exclusivité sur ce rapport que vous avez produit. En tout cas, c'est moi. J'ai été bien accueilli, agréablement surpris par votre élégance et surtout par votre courtoisie. Donc, je vous remercie. Continuez comme ça. Et j'espère que d'ici quelques années, vous allez compter parmi ces millionnaires congolais qui ont les mains propres. J'espère bien que des marchés me seront donnés. Merci au public. Merci pour le temps que vous avez pris à nous regarder. On se retrouve ce soir pour d'autres contenus sur notre chaîne. Salut.